Merci de m'avoir invité. Je suis très très heureux de venir. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir une vidéo d'Alain Soral qui vient de sortir, puisqu'il n'y a que 300 personnes qui l'ont vue, qui est très très longue. Et je me suis aperçu que tout ce qu'il disait, j'étais d'accord. Donc ça m'a donné, mais vraiment dans les détails, et ça m'a donné du courage pour venir ce soir, parce que je ne connais pas toujours les auditoires auxquels j'ai affaire, d'autant que je suis amené à faire des conférences à l'étranger. J'en ai fait à Singapour, aux Philippines, je dois en faire au Canada. Bon, alors, j'ai beaucoup de casquettes, La casquette principale, c'est que je fais les Cahiers Saint-Raphaël, qui est la seule revue en Europe de bioéthique, qui est consacrée à la bioéthique, mais qui est faite pour tout le monde. C'est dans une optique catholique, traditionnelle. Bon. Alors ensuite, je suis président de la Société académique du Boulonnais, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages de régionalisme, dont 2 dictionnaires du patois, qui est en fond une forme du picard, qui est utilisé chez les ch'tis. Bon. Alors, j'ai écrit plusieurs ouvrages de linguistique, aussi des ouvrages historiques, mais je crois que là, j'arrive un peu à l'apogée de mes recherches intellectuelles avec ce dont je vais vous parler présentement. Alors voilà. Il y a 10 ans, exactement 10 ans, paraissait ce livre que j'avais écrit qui s'appelle « L'homme artificiel ». L'homme artificiel. Alors, je ne sais pas si vous voyez exactement, mais on voit un personnage, on ne sait pas très bien si c'est un homme ou un robot, et il projette son ombre sur une fleur qui est censé représenter ce qu'on appellerait l'ordre naturel. Et on se pose la question de savoir, ce personnage, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la question qui est posée actuellement. L'année suivante, s'ouvrait l'université de la singularité, qui était la manifestation publique d'un courant de pensée qui s'appelle le transhumanisme. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Eh bien, je vais vous amener d'emblée au but de mon exposé. Je disais la chose suivante, ce personnage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un robot dans lequel on a mis une intelligence humaine ou un homme dans lequel on a mis une intelligence de robot? Alors vous allez me dire, donc, la transformation d'un homme en robot. Et c'est ça qui était l'homme artificiel, que nous allons essayer de décortiquer ensemble. Et je me suis aperçu que la perspective que j'avais donnée, à savoir que le but ultime était de transformer les hommes en robots, était en cours. Alors tout le monde m'a dit, mais vous êtes fous, vous n'y pensez pas. Et j'ai collationné, puisque je m'occupe des Cahiers Saint-Raphaël, je travaille toute la journée, je suis sur des sites américains, beaucoup de sites espagnols, parce que je parle ces langues, et même un peu d'allemand. Et j'ai écrit ce livre, qui s'appelle « L'ultime transgression », où je collectais tout ce qui, dans la science, dans les découvertes, et même dans la société, nous emmenait vers ce but ultime de la transformation des hommes en ordinateurs. Et ceci a été confirmé par ce livre-là, où j'annonce la fin de l'espèce humaine. Alors vous allez me dire, bon ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas le seul à penser ça. Mais je me suis aperçu que, par exemple, un homme comme Lévi-Strauss, qui est un anthropologue, déjà se posait la question, le monde est né sans l'homme, et il a tous les risques de terminer sans lui. Alors je ne sais pas si vous connaissez Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est le plus grand savant vivant actuellement.
qui a une sclérose en plaques, enfin il est... Bon. Stephen Hawking dit la chose suivante: le jour où on transformera le cerveau humain en ordinateur, ce sera le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais ce sera probablement son dernier. Donc, Stephen Hawking a la même perspective que moi, et nous allons le retrouver tout de suite. Alors, est-ce possible, ça, un homme transformé en un robot? Bon. Actuellement, le point de la science est le suivant. Vous savez que tout ce qui se fait en médecine et en transformation biologique est expérimenté, bien sûr, sur les animaux. Je prends le cas, il y en a d'autres, du ver qui ressemble à l'homme et qui a d'ailleurs un génome proche de l'homme. Il s'appelle Caenorhabditis elegans. Il a un cerveau, et ce cerveau a été transposé, alors ça s'appelle Open Worm Project. Open Worm Project, pour ceux qui ont fait de l'anglais, ça veut dire projet ouvert sur le ver, V-E-R. Caenorhabditis elegans. Open parce que si, dans cette assistance, il y a quelqu'un qui a des dons en matière d'informatique, il est invité à y travailler. Qu'est-ce qu'on a fait? On a numérisé le cerveau de Caenorhabditis elegans et on l'a transposé dans un jeu de Lego, dans une structure en Lego. Vous trouvez ça très facilement sur Internet. Et ce ver artificiel avec un cerveau animal se comporte comme le ver lui-même, avec toutefois une réserve, c'est qu'il ne se reproduit pas. Parce qu'on n'a jamais vu un jeu de Lego se reproduire. Ça ne saurait tarder. Bon. Alors, ça, c'est d'une perspective. La perspective inverse, c'est la transposition d'un ordinateur sur un être vivant. Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs exemples, je vous en donne un. Les Américains, pour des raisons que vous allez comprendre, ont mis au point un cafard qui, en fait, n'a plus de cerveau et qui est dirigé par un ordinateur. À quoi ça sert? Je vais vous le dire, c'est pour repérer les gens qui sont écrasés lors des bombardements ou des tremblements de terre. Et ce cafard se comporte exactement comme un cafard. Exactement. Mais il est commandé par l'extérieur, en sachant bien que l'élément déterminant, c'est l'interface, c'est-à-dire que tout objet informatisé peut être pris en charge par un autre objet informatisé. C'est comme ça qu'il y en a qui ont réussi à pénétrer dans la NASA, dans le Pentagone, que l'Amérique a été privée d'électricité sur 1/10 de son territoire, etc. Tout le monde peut entrer dans des mécanismes informatiques. C'est l'intelligence artificielle. Ça va très loin, parce que vous savez que 80 hôpitaux, dont celui de Boulogne, d'où je suis originaire, ont été piratés. Ça sert pour le commerce, pour les laboratoires, ça se rachète des fichiers. Tous les malades avec tout ce qu'il y avait dedans, 80. Ça vaut cher. Ça vaut très 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 cher. Ça, c'est un exemple d'intelligence artificielle. Alors, un autre exemple de l'intelligence artificielle, je vais vous le donner, il est tout à fait récent. En cherchant, j'ai trouvé sur un site que l'intelligence artificielle avait prévu que Trump serait élu aux élections. Ah oui. Alors que vous savez très bien que Trump, il avait 200 journaux contre lui et 6 pour lui, que ça a été un déferlement, qu'il a été trahi par tous ses amis, qu'il avait contre lui les milieux économiques, sociaux, religieux, etc., etc.
scientifique. C'est l'intelligence artificielle. Alors, le transhumanisme, créé par Ray Kurzweil, il y a 9 ans exactement. C'est l'université dite de la singularité. C'est un mot qui vous dit rien a priori. Qu'est-ce que c'est? C'est un point qui a été défini par Kurzweil comme étant le moment où la machine sera plus intelligente que l'homme. Et on peut se demander si nous n'y sommes pas. Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple précis tiré du quotidien du médecin. Il y a un otoscope qui a été mis au point. Vous savez ce que c'est un otoscope? C'est pour regarder dans le trou de l'oreille. Qui est connecté au big data, c'est-à-dire aux grandes données, et par les algorithmes. Les algorithmes, c'est le développement d'unités ou d'une réalité de manière dans le temps. C'est une espèce de prédisposition. Je prends un exemple toujours très simple. Hein. Si vous avez 1, 2, 3, 4 points alignés, vous pouvez imaginer ce que sera le 5e, le 6e et le 7e. C'est ça les algorithmes, en gros. Bon, il y a des formules mathématiques très complexes, hein, c'est pas aussi simple que ça. Mais ça vous permet de comprendre. Alors, l'autoscope détermine dans 97% des cas si le tympan est normal ou pas. Et dans 83% des cas, il donne le diagnostic exact. Mieux que le médecin. Mieux que le médecin. À quoi sert l'otorhinolaryngologiste dans des circonstances pareilles? Même chose pour les électrocardiogrammes. Alors, je m'occupe d'une mission aux Philippines que j'ai développée qui s'appelle Rosa Mystica. Si vous avez un peu de temps, vous tapez Rosa Mystica sur les vidéos, vous trouverez la mission. Bon. Eh bien, on a un électrocardiogramme qu'on ramène de France. Cet électrocardiogramme permet de faire le tracé. Il donne le diagnostic et le traitement. Athénolone, arythmie, tachyarrhythmie par fibrillation auriculaire, voilà le traitement, athénolone, voilà, amodiarone, etc. Bon. Alors, le cardiologue, il est là pourquoi? Je vais vous dire. Rien de plus. Et c'est la même chose. C'est connecté à des millions de dossiers et revu par les algorithmes. Donc une précision incroyable. Alors, il y a la même chose pour les électroencéphalogrammes. Il y a la même chose pour l'état général du corps. Un peu le rôle du généraliste. Inutile de vous dire que les médecins ont du souci à se faire parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de leur tomber sur le nez. Et le pouvoir médical, ça va être quelque chose. Il va disparaître purement et simplement. Alors, les transhumanistes, vous allez voir, parce que c'est une vision globale. Nous combattons avec vous, je combats avec vous le mondialisme. Alors, la première chose, c'est que les hommes doivent être coupés de leur passé. Alors, vous voyez ce qui se passe en France. Disparition de l'histoire, de la géographie, toute une série de choses comme ça, parce que il y a aussi les traditions populaires, bien sûr, l'artisanat, la poésie disparaît, même des choses comme l'ironie ou la contrepétrie, c'est des choses typiquement françaises, c'est en train de disparaître. Alors, vous voyez, le passé, raus, dehors. Le futur, c'est Google qui va s'en occuper. Ce sont les transhumanistes qui vont s'en occuper. Vous inquiétez pas, ça viendra tout doucement, tout doucement. Quand Spielberg est allé à alors ça se trouve à la Silicon Valley, et Spielberg est allé à la Silicon Valley pour trouver des trucages, c'est Jurassic Park, E.T., etc. Bon.
Il a fait un film très intéressant qui s'appelle Intelligence artificielle. C'est, à mon avis, le meilleur film. Parce que c'est une anticipation, justement, de ça. C'est-à-dire qu'on a un robot qui est tellement humain qu'on finit par se prendre au jeu et à le considérer comme un humain. Alors que c'est un robot. Vous voyez? Alors, les transhumanistes considèrent que nous sommes au stade de l'H, c'est-à-dire homme, 0. Et le but, c'est de nous mener à être des H+, c'est-à-dire des hommes augmentés. Alors, l'impératif, et c'est là, nous sommes au niveau, dites-vous bien, de l'idéologie. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie? C'est une idée et non pas une réalité. Et cette idéologie, toutes les idéologies sont sanglantes. C'est l'idéologie des docteurs Guillotin et Marat. C'est l'idéologie de Staline, de Pol Pot, etc. Bon. Quel est ce qui rassemble toutes ces idéologies? C'est la volonté de remplacer l'homme tel qu'il est et de créer un homme nouveau. Les Übermensch ou l'homme générique de Marx. Il s'agit de créer un homme nouveau. Mais toutes ces idéologies ont éclos dans le sang de manière terrible, par millions de morts. Et là, cette idéologie ça arrive comme un loup parmi nous, avec une bonne épaisseur de peau d'agneau. Personne ne s'en rend compte. Qu'est-ce que disent ces gens? Ils disent, nous allons vous guérir de toutes les maladies. Ben chic alors. On va prolonger votre vie. Ah, très bien. On vous promet l'immortalité. Ah, alors là, c'est déjà plus compliqué. Ça pose des problèmes psychologiques. L'immortalité. Si nous deux sommes immortels, c'est facile à comprendre. La terre sera transformée en une immense maison de retraite. Les gens se marcheront sur le pied, sur les pieds. Donc, mathématiquement parlant, l'homme tel qu'il est devra changer. Il devra changer de morphologie. Et c'est Spielberg qui explique, comme je vous le disais, que quand il est allé dans la Silicon Valley, on lui a dit « Nous allons greffer Google dans la tête des gens ». On leur a dit ça. Donc la perspective que j'ai de mon bouquin L'homme artificiel se trouve confirmée, si vous voulez, par d'autres gens par de plus en plus de gens. Alors, les transhumanistes voient l'homme augmenté alors que nous en sommes à ce qu'on appelle l'homme réparé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, un homme augmenté? Un homme augmenté, je prends un exemple très simple, un appareil auditif. Il existe un appareil auditif maintenant qui permet d'entendre les ultrasons que les chiens entendent quand on les siffle à la chasse. Ah, nous sommes augmentés au niveau de l'audition. Tout le corps humain doit pouvoir être augmenté. Alors évidemment, ça fait plaisir aux gens. Il y a une personne qui s'appelle Aimee Mullins. Elle fait partie des 50 plus belles femmes des États-Unis. Aimee Mullins, vous trouvez facilement son nom. Aimee Mullins, elle raconte dans une vidéo, cette femme est une actrice, conteuse, chanteuse, etc. Bon. Seulement, cette personne-là, elle n'a pas de chance parce qu'elle n'a pas de jambes. Elle est née sans jambes. On lui a mis des prothèses au début et elle a de quoi se fait payer. Alors elle explique tranquillement que c'est très bien des prothèses comme ça parce qu'elle n'a plus besoin de se raser les jambes, elle n'a plus besoin de se couper les ongles et elle n'attrape pas de varices.
Mais surtout, alors elle peut les changer, bien sûr, elle peut le changer selon l'auditoire. Si elle a affaire à des nains, elle va prendre des tout petits... bon. Alors, Aimée Mullins, la femme augmentée, elle dit, mais une secrétaire qu'on va embaucher, on ne l'obligera pas à avoir Google dans la tête ou avoir Google Translate dans la tête. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont accepter. Ah, est-ce que les gens sont prêts à accepter qu'on leur mette un ordinateur dans la tête? Eh bien, mes chers amis, vous seriez étonnés de savoir que 53% des Américains sont prêts à cela. Mais seulement 25% sont prêts à l'avoir pour eux. Alors notre secrétaire, l'une, elle va dire, ah non, je veux pas. Bon, et puis l'autre, elle va parler 50 langues. Elle dit, ça ne trouvera jamais de travail, celle qui refuse. Alors, on va voir le processus, comment on arrive à ça. Donc, il s'agit de transformer véritablement l'espèce humaine. Et ce que dit Stephen Hawking, il dit la chose suivante. C'est une citation qui a fait le tour du monde plusieurs fois. Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. C'est très bien avec notre petit bazar d'avoir la possibilité de traduire un texte ou de traduire un mot ou de retrouver directement son journal, etc. Bon, c'est très utile. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. Il utilise le terme de race, alors que Hollande l'a fait débarrasser du dictionnaire. Quel con celui-là. Bon. Alors, donc Hawking utilise le terme de race humaine. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine. Alors, comment nous allons nous acheminer vers cela? Eh bien, Ray Kurzweil, c'est une université, elle va s'installer cette année à Paris. Donc c'est plus du rêve, ça nous touche directement. Alors c'est la même thématique, c'est très simple, il s'agit d'améliorer l'homme, de le guérir de toutes les maladies possibles et imaginables. Bon, très bien, on est content, ça marche. Il faut savoir que Ray Kurzweil, maintenant, est devenu le patron de Google, de toute la recherche scientifique de Google. Et Google est actuellement la plus grande entreprise mondiale. Elle a un budget qui est équivalent à celui de 2 fois celui de la Belgique, colossal. Elle a 158 filiales. Elle vient de racheter 100 personnes, même General Electric n'a pas vu le coup venir. Elle a racheté les 18 entreprises principales de robotique. C'est ça la mondialisation, mes amis. Alors, Google, c'est Google qui mène la danse avec Ray Kurzweil. Et le côté, si je puis dire, de recherche en matière de thérapeutique, en matière de biologie et de génétique, est assuré par une firme qui s'appelle Calico, qui est qui est tenu, enfin qui dépend de Google. Il n'y a pas Google Earth, etc. Il y a cet aspect des choses qui est la recherche pour faire prolonger la vie des gens. Alors en matière de biologie, l'objectif c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'ectogénèse. Alors il y a une femme qui s'appelle Madame Liu, qui est à l'université de Loyola qui se trouve à côté de New York. Elle expérimente depuis longtemps pour arriver à développer un enfant hors du sein maternel. Elle a déjà réussi à le faire pour des chèvres. Ces chèvres n'ont pas vécu très longtemps,
Donc c'est pas le tout de faire développer un enfant hors du sein maternel après fécondation in vitro. Il s'agit d'un côté, si vous voulez, de descendre pour prendre en charge les prématurés de plus en plus petits. De l'autre côté, on a des embryons qui se développent et à un moment, on arrive à ce que l'embryon se développe à un point, puis il arrive comme petit fœtus et il est récupéré après ça par ce qu'on appelle la néonatologie. La néonatologie, c'est la science des prématurés en quelque sorte. Donc elle fait ça. Et le problème est de savoir si ces enfants, bien sûr, qui seront nés hors du sein maternel, seront en bonne santé, et ça, c'est pas gagné. Alors ensuite, le problème des cellules souches. On arrive actuellement à une épuration de l'orientation des recherches sur les cellules souches. Au début, il y avait un débat éthique qui était centré sur le fait que les cellules souches devaient être récupérées sur des embryons qui, bien sûr, étaient tués par la même occasion, ce qui posait un problème moral. Or, ces recherches-là, c'est un dénommé Péchanski, qui est le conseiller de l'association de la lutte contre la myopathie, il dirige le Généton, il est responsable de l'INSERM et même de l'Europe sur la recherche des cellules souches. Il est bien payé, mais toutes ces recherches ont toujours été vouées à l'échec parce que quand on met une cellule souche dans un organisme, cet organisme soit le rejette, soit si elle réussit à s'implanter, ça donne des cancers. Si bien que il est le dernier tenant de ce type de recherche avec un professeur Ménaché qui se trouve à Pompidou, qui injecte des cellules souches embryonnaires dans le cœur des gens pour essayer de leur remonter la contractilité, améliorer la contractilité. Bon, dans ces trucs-là, on vous annonce ça, mais on n'a jamais le résultat. Quand le résultat, c'est que c'est tombé à l'eau. Conjointement, il y a un japonais qui s'appelle Yamanaka. Yamanaka a cette phrase très belle, il dit « Quand je vois un embryon, je vois le regard de mes filles. » Extraordinaire. Donc, il fallait trouver pour Yamanaka le moyen d'avoir des cellules souches. Alors, des cellules souches, il y en a partout. Il y en a dans le cordon ombilical de l'enfant, il y a des réserves de cordon ombilical, mais vous en avez dans chacun de vos organes. Alors, le problème, bien évidemment, c'est que quand vous avez la cellule souche, si on veut qu'elle se... Alors, on les développe en lignée, mais avant de pouvoir s'en servir, par exemple, pour un brûlé, il faut attendre à peu près 1 an, le temps que ça se développe tout doucement. Vous voyez ? Bon. Or, Yamanaka a trouvé un truc extraordinaire. Il a pris des cellules souches, des cellules de la peau qui servent à l'horripilation. Quelqu'un sait-il ce que c'est que l'horripilation? Personne? Ah si, il y a bien quelqu'un. Ça m'horripile. Qu'est-ce que ça fait quand ça m'horripile? Ça dresse le poil. Bon. Alors ce sont des cellules de type musculaire. Il les a transformées un petit peu et il les a transformées en cellules totipotentes. C'est-à-dire qu'elles servent à tous les organes. Fantastique. Alors tout le monde se rue là-dessus, et ça commence à avoir maintenant des effets. Yamanaka a eu le prix Nobel il y a 4 ans. Il le méritait depuis très longtemps. Et seulement, écoutez ça va vous surprendre. Le lendemain qu'il a eu le prix Nobel, un Japonais du nom de Michinori Saito annonçait qu'il avait réussi à transformer les cellules souches de Yamanaka en cellules germinales, en ovules et en spermatozoïdes. On appelle ça les gamètes en médecine. Il avait réussi à faire des gamètes. Alors, vous dites, ah bon, c'est vachement bien ce truc-là. Oui, c'est vachement bien, sauf que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de vos services, messieurs Adam, pour la procréation. On va pouvoir faire des fécondations artificielles à partir des cellules de votre propre peau
Et puis avec moi, il y en aurait encore pas mal, hein. Bien. Alors, il y aurait pas mal à faire. Bon. Donc, on arrive vers une forme de procréation médicalement assistée qui se passe complètement de l'espèce humaine. Complètement. Quand je fais ça, tac, je dépose 200 cellules, on prend une cellule et on peut en extraire le noyau. C'est le principe du clonage dont vous avez entendu parler. Alors, il y a une législation qui interdit sur le plan international de faire le clonage. Et la Chine vient de dire qu'elle n'en avait rien à foutre et qu'elle ferait son individu cloné de toute façon. Alors, le principe, pour vous aider à vous comprendre, je vais faire une comparaison. Vous avez entendu parler, certainement, de 3 parents pour un enfant. Tout le monde a entendu parler de ça? Et celui qui n'a pas entendu parler de ça, qui lève le doigt. Bon, alors, j'ai expliqué. Je vais prendre une comparaison pour vous aider parce que c'est un peu difficile. Vous savez que la cellule est formée d'une membrane dans laquelle il y a le cytoplasme tout autour. Dans le cytoplasme, il y a le noyau. Dans le noyau, il y a les chromosomes. Les chromosomes sont formés de gènes. Alors, il y a 46 chromosomes, sont formés de gènes. Et les gènes, il y en a 25 000, et qui sont sur les chromosomes. Et ces gènes sont formés de ces fameuses chaînes d'ADN que vous voyez partout en forme d'échelle de Meunier tournicotée sur elle-même. Alors, le clonage, en fait, ça consiste à prendre le noyau et le mettre dans un cytoplasme dont on a enlevé le noyau. Donc, on a à ce moment-là une cellule qui exactement est pareille au point de vue génétique globalement, d'où le fait qu'à partir de ça, on clone, par exemple, on peut cloner des ovules, par exemple. Bon. C'est ça, ce qui a été fait avec Dolly. On a pris une cellule de son pis et on a pris le noyau, on l'a mis dans l'ovule de sa mère et on a développé, on l'a implanté chez sa mère et on a obtenu Dolly. Alors 3 parents pour un enfant, c'est le même système. Imaginez que vous ayez une magnifique voiture avec un moteur sensationnel. Seulement le problème, c'est qu'elle ne démarre pas et puis qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi. Il y a tout autour du noyau ce qu'on appelle des mitochondries. On pensait que ce sont des petits organites. On pensait que ça servait de pile électrique. Et puis on s'est aperçu que certaines stérilités étaient liées à ces mitochondries. Donc les mitochondries, on les découvre actuellement, on s'aperçoit qu'elles portent un message génétique. Donc, revenons à notre voiture. Les mitochondries donnent un message de stérilité. Alors, la voiture ne marche pas parce que les circuits électriques ne marchent pas. Bon. La personne qui a cette voiture va aller voir sa voisine en disant « Écoute, je vais te donner de l'argent et puis on va prendre mon moteur parce que c'est un moteur sensationnel et on va le mettre sur ta voiture. Et toi, on va enlever le moteur de ta voiture et puis je te paye. » Alors, à qui appartient la voiture après ? À celui qui a fourni tout le circuit électrique et la carrosserie ou celui qui a fourni le moteur? Eh bien là, c'est pareil. À qui appartient l'enfant? Vous avez le noyau qu'on a mis dans l'ovule de Madame A, qu'on a mis dans l'ovule de Madame B. On a fait une fécondation in vitro, on a obtenu un enfant, et 30 enfants sont nés de cette manière-là, à l'université de Saint-Barnabas. Alors, c'est autorisé en Angleterre et maintenant, ça vient d'être autorisé en France. Donc, c'est 3 personnes qui vont se pencher sur un berceau. Sur le plan génétique, en pratique, le père et les 2 femmes, c'est-à-dire les 2 voitures, si je peux m'exprimer comme ça sans vouloir désobliger mesdames. Bon. Alors, ça pose un très très grave problème sur le plan moral, et apparemment, personne ne s'est opposé à ça, ni en France, ni ailleurs. Bon,
Alors on nous a dit récemment, bah oui, le premier enfant est né en France il y a récemment. C'est pas vrai. Là-dedans, j'en parle déjà. C'est la suite. C'est même pas la suite, c'est l'application de ce que j'avais dit dans le premier livre. C'est l'application pratique en disant voilà, il s'est passé. Bah, vous retrouvez ça là-dedans. Il y a même l'index. Hein, vous regardez à Barnabas, vous allez trouver tout de suite la référence. Donc on peut faire ça ou prendre des cellules souches, les transformer en gamètes et faire une fécondation croisée. Enfin, on peut même imaginer quatre parents, par exemple. Bon, tout ça, c'est expliqué dans mon dernier bouquin. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Dans mon livre, ce livre, c'est très très facile à lire parce que les chapitres sont d'abord assez courts et surtout, il y a des sous-chapitres. Si bien que vous pouvez prendre n'importe quelle page, vous regardez le sous-chapitre, c'est rédigé comme un petit article. Donc, bon, bah, s'il y a un article qui vous intéressait pas, vous passez au suivant. Donc, c'est très facile, très facile à lire. Hein. Ça, on est au niveau de la génétique. À ce moment-là, je suis parti dans la génétique, mais j'ai oublié une chose très importante que je viens de lire hier. C'est que ces cellules souches, on peut les mettre pour régénérer les organes. Par exemple, avec des cellules souches, malheureusement, avec des cellules souches, par exemple, on peut faire de la peau. Pour les brûler, c'est sensationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en France? Il se passe que cet abruti de Hollande a interdit des firmes privées de garder des cellules souches. Moyennant quoi, ça retombe dans le domaine de l'État, et dans le domaine de l'État, on fait rien. Si bien qu'actuellement, nous commandons nos cellules souches à la Banque Vaticane, où on les fait venir d'Amérique. Et ça nous coûte cher. Je parle pour les brûler. Bon. Alors, les cellules souches, actuellement, on a pris un retard fantastique parce que Hollande a nationalisé les cellules souches. On ne peut pas faire de recherche sur les cellules souches en dehors de l'État. Alors ça traîne parce qu'il n'y a pas assez d'argent, etc. Vous imaginez très bien la situation actuellement. Alors de manière théorique, on peut imaginer que de réparation en réparation, on est comme une vieille 2 chevaux. Quand le carburateur marche plus, on change de carburateur. Et puis quand la pompe à eau ne marche plus, on change la pompe à eau. Puis quand la carrosserie va plus, eh ben on change la carrosserie. Alors avec les cellules souches, c'est théoriquement possible, et il est sûr que dans les années qui viennent, nous allons obtenir une prolongation de la vie absolument substantielle. Moi, je serais trop vieux pour en profiter. Bon. Alors, voilà un petit peu ce problème des cellules souches. C'est la recherche qui est faite actuellement sur le vieillissement. Il faudrait presque que je fasse un livre rien que sur cette question-là du vieillissement. Comment le vieillissement se développe et quels sont les éléments biologiques et biochimiques qui concernent le vieillissement des organismes humains que l'on n'a pas encore réussi à maîtriser. Alors maintenant, donc, on était passé à la génétique. Ces chaînes d'ADN dont on nous parle tout le temps, c'est le génome. C'est de quoi sont formées ces chaînes d'ADN qui, il n'y a pas, on ouvre le moindre la radio, on entend parler de l'ADN. Maintenant, on dit ah bah c'est dans mes ADN. Bon, ça veut dire que je suis tombé dans le chaudron, quoi. Bon, eh bien, l'ADN est formé d'acides aminés. Et dans la nature, il y a 20 acides aminés. Par exemple, les acides aminés, la lignine, la cellulose, ce sont des acides aminés. Mais chez l'homme, il n'y a que 4 acides aminés, adénine, thymine, cytosine et guanidine, et elles marchent par 2, comme ça. Et ça fait
c'est une chaîne AA, AC, C, etc. Tout est mélangé. L'acide aminé d'une cellule représente 3 mètres de long. Une cellule que vous voyez pas, vous voyez là j'en mets plein, l'ADN c'est 3 mètres de long. Et sur un organisme, ça représente 10 fois la distance qui est entre la Terre et la Lune. Moi ça serait 10 fois la Terre et le Soleil, vous voyez. Bon, vu le nombre de cellules que j'ai, qui est certainement supérieur au vôtre. Bon. Alors ce qui est étonnant, c'est que on progresse très vite parce que c'est Monod qui a découvert ça, l'ADN, et que il avait prévu que on réussirait à séquencer, c'est-à-dire voir cette chaîne AACC, etc., en l'an 2050. Or, pour séquencer le génome, on y est arrivé en l'an 2000, ça a coûté 3 milliards de dollars. Mais maintenant, vous pouvez aller faire votre génome en Belgique, parce que c'est interdit en France, sauf pour les cas judiciaires, enfin pour les problèmes judiciaires. Vous pouvez pas demander un génome. Donc, vous pouvez le demander en Belgique, à côté, ou par Internet. Hein, ça coûte entre 300 et 600 € selon ce que vous demandez exactement. Vous pouvez. Alors, pratiquement, ce qui vous arrive, c'est ça, c'est vous avez une prédisposition à faire des infarctus. Vous allez mourir à tel âge d'une insuffisance rénale, c'est toutes les possibilités que l'on a et que l'on peut transmettre à ses enfants. Vous voyez, on va dire, vous êtes porteur, vous êtes prédiabétique. Donc faites attention pendant la grossesse, pour la femme, faites attention à la nourriture de l'enfant dès qu'il arrive au monde. C'est très pratique. Vous voyez ça, je veux dire, c'est un côté pratique. C'est pas des spéculations biologiques plus ou moins réservées à des spécialistes. Alors c'est formidable. On a séquencé le génome. Obama voulait que tout le monde porte une puce avec son génome. Vous savez, c'est formidable parce que on retrouve les criminels comme ça 30 ans après. L'histoire, je sais plus quoi, Omar m'a tué, là. On a trouvé le génome, et on a trouvé que c'était probablement quelqu'un d'autre qui avait tué et que c'était pas Omar qui était responsable. 30 ans après. Bon. Alors, on a modifié le code de la vie pour obtenir des choses les plus extraordinaires. Et notamment, on a fait des hybrides, c'est-à-dire on a fait des mélanges entre les animaux. Il y a des porcs humains. Alors tout ça, ça pose des problèmes très 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 graves, d'ailleurs du même style que ceux qui concernent les cellules souches, parce que quand on développe un cerveau, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il a le droit de voter? Est-ce qu'il a le droit d'apprendre? Est-ce qu'il a le droit d'être baptisé? Enfin, vous voyez, des choses élémentaires comme ça. Alors, ça pose vraiment des soucis, parce que est-ce que un homme porc, vous trouvez ça, hybride animal, sur Wikipédia, enfin sur Internet très facilement. C'est quoi? C'est un homme ou c'est un porc? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a le droit de le tuer? Est-ce qu'on a le droit de le bouffer? Alors, l'ADN permet de faire un tri embryonnaire. Et les Chinois ont fait un tri des personnes qui avaient un quotient intellectuel égal ou supérieur à 160. C'est les gens le quotient moyen, c'est 100, vous le savez, je pense. Et les gens très intelligents sont en train d'étudier le génome de manière à pouvoir déterminer pourquoi ils sont aussi intelligents. Alors, vous allez me dire, après ça, bon, ils feront quoi? Le but, tout simplement, c'est de trier les êtres humains. Et ça s'est déjà fait d'une personne qui avait fait faire un couple qui s'appelle Lévy aux États-Unis, qui
ce couple a fait des fécondations multiples, fécondations in vitro. On a pris à la femme une série d'ovules ou d'ovocytes, comme on dit, et on les a mis face à des spermatozoïdes. On a obtenu des embryons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il y en avait 12. On les a examinés parce que les embryons, c'est très plastique, c'est-à-dire on peut enlever une cellule, on tuera pas obligatoirement l'embryon. Bon, donc on a étudié. On en a trouvé 3 qui étaient exempts de maladie. Et on a fait des fécondations in vitro, les 2 premières ont raté, la dernière a réussi, et on a un enfant qu'ils ont appelé Connor, c'est un drôle de nom, ils l'ont appelé Connor, qui théoriquement est un enfant parfait. C'est-à-dire que c'est un enfant qui n'est pas susceptible de tomber malade. Il peut être renversé par une bagnole, hein, attention. Hein. Bon, alors ça, on y est à ça, à la sélection génétique. Hitler aurait même pas pensé une affaire pareille. Alors très spectaculaire est la découverte d'une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui est à l'université de Umeå, qui se situe en Suède. Il y a dans cette chaîne d'ADN, il y avait une petite zone. On ne savait pas à quoi ça correspondait. Une zone inutile. Bon, on l'avait laissé tomber, et puis c'est un peu comme le bulletin de France Info, le bulletin météorologique. On vous donne spasmodiquement tous les quarts d'heure le bulletin météorologique, alors qu'il suffit de regarder dehors le temps qu'il fait pour savoir s'il pleut ou s'il pleut pas. Bon, alors Emmanuelle Charpentier a pris cette petite partie et elle a réussi à le modifier parce qu'elle n'est pas très très grande, et à sa grande stupéfaction, elle s'est aperçue qu'avec ça, on pouvait couper les chaînes d'ADN. C'était un véritable ciseau, et en même temps, on pouvait déplacer des portions d'ADN en les coupant, et on peut les mettre ailleurs. Alors ça s'appelle CAS9, et ce que l'on a, c'est quelque chose donc qui a été synthétisé, et de manière générale, le mot qui est le plus utilisé, c'est les CRISP. Alors c'est un nom américain très compliqué, Clustered Regularly in Space, etc. Bon. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir modifier les gènes, comme on veut. Et on commence à le faire. Il y a à Boston, j'en parle longuement, enfin pas longuement, j'en parle un peu là-dedans, un véritable concours Lépine des modifications génétiques grâce à la découverte d'Emmanuelle Charpentier. Alors, on fait n'importe quoi, on fait des savons pour épurer les mers, des antituberculeux. Il y a un concours tous les 2 ans qui se passe à Boston. Ça n'est pas sans danger, parce que en général, on parle de microbes. Alors, il y a un gars qui s'appelle Craig Venter, qui a eu l'idée suivante, c'est de détricoter un ADN d'un microbe qui s'appelle Mycoplasma genitalis, qui est chez les femmes. Et vous voyez donc ces chaînes, il les a détricotées comme un jeu de Lego, une construction en Lego, et puis il a tout mis par terre, comme ça, hop, on est réparti, et il dit, allez, je reconstruis. Je reconstruis, mais je reconstruis pas tout à fait pareil. Et il crée un nouveau microbe, qu'on a appelé Cynthia, parce que c'est un microbe synthétique. Alors, ça vous fait peut-être ni chaud ni froid, mais Craig Venter a créé une espèce, et il est marqué dans la Bible, et Dieu créa les espèces, chaque espèce, selon son espèce. C'est dans le récit de la Genèse. Ce sont des gens qui se prennent pour Dieu. Et ce que dit Craig Venter, c'est que il va réussir de même qu'il a créé Cynthia, à créer un homme. Une espèce de Frankenstein bis sur le plan génétique. Ce qui est absolument inquiétant, c'est qu'on va pouvoir créer un homme. Alors c'est pas
pas facile, il reconnaît, c'est ce que c'est. Alors c'est un transhumaniste bien sûr, et ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle en américain le God syndrome, le syndrome de gens qui se prennent pour Dieu et qui veulent prendre la place de Dieu. D'ailleurs, Kurzweil a dit, donc Kurzweil qui a créé l'école, cette école de la singularité, cette université de la singularité, il a dit nous serons comme des dieux. Et alors, Craig Venter, on lui a dit, mais dites donc, vous venez de créer une espèce, vous vous prenez pour Dieu. Il dit, non, non, je me prends pas pour Dieu, parce que j'y crois pas en Dieu. Ah bon? Ah ben alors, vous serez qui? Il a dit, ben, je serai le nouveau Darwin. Entendre par là que c'est lui qui allait faire évoluer l'espèce humaine, dans le sens où il décidera de le faire. Alors ensuite, il y a toute une partie, vous savez, les transhumanismes veulent dominer, avec Google, ce qu'on appelle l'NBIC. Alors l'NBIC, NBIC, nanotechnologie, bioengineering, informatique et c'est sciences cognitives, avec deux branches qui sont la robotique et la robotique et la connaissance du cerveau. Donc vous voyez ces calicots qui couvrent tout cela, qui, comme je vous l'ai dit, dépend de Google. Un des éléments les plus fantastiques pour progresser dans le sens des humanismes, c'est bien sûr l'informatique. La règle de Moore. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot-là, MOMORE? Oui, qui stipule que chaque année, on réussit à doubler la capacité des microprocesseurs, ou inversement, on peut dire que chaque année, on réussit à les réduire de la moitié. Quand on a monté notre clinique à Boulogne, on est allé voir à une clinique qui se trouve à Châtellerault, il y avait un ordinateur qui était grand comme cette pièce ici. Maintenant, avec votre petit smartphone, là, ce qu'il y a sur votre smartphone, on pourrait gérer toute la guerre du Pacifique qu'il y a eu contre les Japonais. Toute la guerre du Pacifique, avec votre petit truc. Donc ça se développe, et on va vers l'infiniment petit. Alors on a cru qu'on allait être arrêté au niveau moléculaire. On dit, ben, ça chauffe. Aïe, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas aller plus loin. Ben si, parce qu'on est passé dans le quantique. Le quantique, on ne sait pas très bien ce que c'est, ça serait plutôt des ondes. On est dans l'infiniment petit. C'est que le quantique, si vous voulez, je pense que l'homéopathie agit de la même façon. Selon la loi d'Avogadro, à partir d'une certaine dilution, il y a plus rien. La substance de base n'existe plus. Ce qui est le cas dans l'homéopathie. Dans l'homéopathie, c'est 1 centimètre cube, plutôt 1 litre, on en prend 1 centimètre cube, et puis on fait ça 30 fois successivement, donc il y a vraiment plus rien, ça agit. Et c'est étonnant, parce que plus la dilution est forte, quand on est dans les 30 CH, plus ça agit sur la globalité de l'organisme. Bon. C'est le quantique. Alors on a réussi à passer dans le quantique, bien que l'on ne sache pas très très bien en quoi ça consiste, mais nous allons avoir des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire que, si vous voulez, la partie informatisée sera grosse comme une puce, enfin, ou grosse comme une tête d'épingle. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, le but, et c'est ça où on arrive progressivement, c'est l'hybridation de l'intelligence biologique et du digital. Le digital, c'est-à-dire l'informatique. On voudrait arriver à cela. Et on le fait actuellement progressivement. Bien sûr, vous avez les objets connectés. Alors, vous allez par exemple, les objets connectés. Donc, ce sont des objets connectés à Internet. Tout le monde, je crois, comprend cette notion-là. Alors, on va avoir des pancréas, par exemple, qui, je crois que ça existe maintenant, qui sont connectés. C'est-à-dire qui règlent, c'est le big data qui règle tout ça. Donc, comment, en fait, agit Google?
On se dit, mais il fait quoi là-dedans? Alors Google, dans toutes ses multiplications d'actions, a fait un coup fumant. Il a racheté 2 logiciels, 650 millions de dollars et l'autre 450 millions de dollars. Il s'appelle DeepMind et Deep Learning. Deep Learning, à quoi ça sert? C'est plutôt une reconnaissance faciale. On vous restitue, à partir de l'ADN de Henri IV, la tête, la tronche qu'il peut avoir. Vous savez que maintenant, avec l'ADN de papa, on est capable de dessiner, par les algorithmes, de représenter la tête de son enfant s'il va en avoir un. Incroyable. Rien que j'ai bien dit, rien que le spermatozoïde, sans s'occuper du potentiel génétique de la femme. On est capable de dire ça. Alors ça, c'est la reconnaissance faciale. Je vais à Singapour, on prend le passeport, et puis sur le côté apparaît tous les visages de personnes recherchées par la police de Singapour. Hop, il y en a 2-3 comme ça. Comme j'ai une tête plutôt atypique, il y en a que 2, mais il y en a d'autres, il y en a peut-être plus. Ça, c'est ça, les programmes de reconnaissance faciale. C'est Deep Learning. Et DeepMind, alors ça, c'est absolument sensationnel, parce que DeepMind peut balayer la totalité du big data, ce qu'on appelle aussi le cloud, le nuage. Bon, toutes les données informatiques qui sont rassemblées par Google. Mais c'est extraordinaire, parce que là, j'ai un article du quotidien du médecin qui explique qu'une femme avait une leucémie rarissime et personne ne savait comment la soigner dans les endroits où elle avait été. Ah. Eh bien, on s'est adressé à DeepMind. DeepMind a collationné toutes les recherches qui avaient été faites sur ce type tout à fait particulier de leucémie, et à partir de ça a été élaboré un traitement par comparaison à d'autres leucémies, et la femme est guérie. C'est sensationnel. Alors donc, DeepMind, c'est celui qui vous donne, quand vous cherchez un bouquin, vous cherchez l'homme artificiel, vous allez trouver en dessous 5-6 bouquins qui se rapprochent du sujet. Bon. Ou alors vous regardez une vidéo et puis on vous envoie sur le côté une série de vidéos qui sont des sujets qui vous intéressent. Alors je me retrouve avec Zemmour, Soral, Natacha Polony, vous voyez, j'ai tout ça sur le côté. Et bien ça, c'est DeepMind. Vous imaginez la puissance colossale de ce programme. C'est fantastique, c'est absolument incroyable. Alors ça va faire bouger les lignes énormément en médecine, mais il y a d'autres choses en médecine qui dépendent de l'informatique. Vous seriez très étonné de savoir que il y a 40 000 implants cérébraux qui ont été posés dans le cerveau de nos contemporains. C'est principalement la maladie de Parkinson. Alors, tout ça, c'est là-dedans. Hein. Alors, la maladie, c'est un implant informatique que l'on glisse. Alors, on imagine un truc sanguinolent, on ouvre le crâne. Non, rien du tout de tout ça. Savoir que les Marseillais ont mis au point un microprocesseur filiforme qui est le 10e d'un cheveu. Le 10e d'un cheveu. Bon. Donc, par l'IRM, on localise ce qu'on appelle les noyaux gris centraux qui fonctionnent mal chez le parkinsonien. On installe le stimulateur ou cet implant. Et ce parkinsonien qui est comme ça, paf, d'un seul coup, on stimule par l'extérieur, il se relève, il repart normalement et il a un comportement normal. Alors j'ai un confrère qui a eu une cliente, d'un ami qui a eu une cliente, parce que moi je suis à la retraite depuis pas mal de temps et ça n'existait pas de mon temps. Eh bien, il dit mais c'est sensationnel. J'ai vu une pauvre fille qui s'appelait Catherine, qui était littéralement écrabouillée par la maladie et qui maintenant mène une vie normale.
Les indications sont nombreuses. C'est par exemple la dépression nerveuse, la maladie de Huntington, c'est les gens qui peuvent pas s'empêcher de bouger comme ça, c'est la danse de Saint-Guy. Bon, mais ça va très loin parce que dans la tristesse chronique, on peut se faire mettre un implant. Bon, eh ben, vous pouvez demander qu'on vous mette un implant, c'est glissé par les fosses nasales, par un trou minuscule, avec une toute petite aiguille, et on se guide par l'IRM pour aller à l'endroit où on veut aller. On a décrypté le cerveau depuis très longtemps, on en a fait la cartographie, ou, si vous préférez, un dictionnaire. C'est-à-dire que quand vous dites un chat, ça s'allume là, et quand on dit méchant, ça s'allume là. Bon. Alors, on peut lire dans les pensées. On peut lire dans les pensées. Et puis, l'inverse, c'est que maintenant, grâce à ces modules, comme je vous ai dit, souvenez-vous bien, que tout appareil informatique peut être contrôlé par un autre appareil informatique. Donc, avec des implants cérébraux comme ça, des gens peuvent tout à fait commander à un ordinateur. Comment? Eh bien, par l'intermédiaire, par exemple, de bras articulés qui sont à côté. Et actuellement, il y a toute une industrie qui s'est développée, malheureusement en France, on est complètement en dehors du coup. Il y a juste un Français qui en a bénéficié, vous avez vu ça dans les journaux, un dénommé Lopez, bon, qui avait la main écrasée, on lui a mis des doigts articulés, et c'est commandé par son cerveau. C'est les recherches de la DARPA, qui est la défense américaine, le ministère de la Défense, enfin bon, c'est l'armée qui a fait ça pour les militaires. Alors, pour les militaires, eh bien, qui avaient perdu un bras ou une jambe, eh bien, on leur mettait une jambe articulée qui était commandée par le cerveau. Et Aimée Mullins, dont je vous ai parlé, elle dit c'est formidable parce que on peut marcher pendant des dizaines de kilomètres sans avoir mal aux jambes. C'est l'homme augmenté des transhumanistes. Vous voyez? Donc, en fait, tout le monde fait un peu de transhumanisme, plus ou moins sans le savoir. La question, c'est que tous ces savants, ils sont intéressés à leur truc. Le neurologue, il fait ses implants. Mais personne n'a une vue globale de cela. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est voir un petit peu tout le sens de ces découvertes tant qu'elles sont. Vous voyez, les nanobots, alors il y a des tas de trucs. Maintenant, il y a même des poussières informatiques. Vous imaginez un petit peu des poussières? On peut balancer ça dans l'air, modifier le comportement des gens comme ça. Il y a des spermobots, c'est-à-dire ce sont des, comment dirais-je, des petits dispositifs informatiques microscopiques que l'on met aux spermatozoïdes pour les accélérer, les rendre un petit peu plus diligents. Il y a les nanobots. Les nanobots, il y a eu un film dans le temps où c'est un savant qui a une tumeur qu'on peut pas enlever parce qu'elle est près des centres vitaux. Et il y a un gars qui a trouvé le moyen de rétrécir les humains, et on les injecte dans la circulation, et ils vont découper la tumeur pour permettre de soigner ce type. Puis ils foutent le camp par le canal lacrymal. Alors, c'est de la science-fiction, bien sûr, mais c'est un vieux film, c'est pas mal, parce que on voit leur capsule spatiale évoluer autour des globules. Donc, les nanobots, le but, c'est de porter par exemple une substance, un cancer du foie, eh bien on va envoyer un nanobot dans le foie qui va amener un produit anticancéreux sur place. Mais le problème, c'est que ces nanobots, c'est exactement comme les seringues qui sont utilisées pour les perfusions. Vous savez, il y a des seringues informatisées qui sont réglables et qui sont d'ailleurs connectées. Eh bien, de l'extérieur, on est capable de faire varier le débit. On est capable de prendre en charge l'ordinateur qu'il y a dans votre voiture et on peut très bien vous expédier dans le fossé. Personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Ça pourrait peut-être bien venir un jour. Un dispositif informatique
peut toujours être pris par un autre dispositif informatique. Alors le fin du fin de tout cela, c'est indiscutablement la création du cerveau artificiel. Un dénommé Hartmann a réussi à convaincre un certain nombre de pays de l'Europe de faire un cerveau artificiel, c'est-à-dire de numériser le cerveau. C'est pas facile parce que on a 10 milliards de cellules cérébrales dans la tête. Sur chaque cellule, il y a plusieurs centaines de prolongations qu'on appelle les axones, et au bout, il y a des synapses. Les synapses, c'est comme un espèce de chevelu, comme ça, qui est en rapport avec le chevelu de la cellule voisine. Et ça peut laisser passer entre 30 000 et 60 000 informations à la seconde. Donc vous imaginez, vu le nombre de cellules nerveuses que l'on a, pour construire quelque chose comme ça, c'est absolument colossal. C'est colossal. Et c'est le challenge qui a été relevé donc par Hartmann. On a commencé le projet qui s'appelait, il y avait 18 pays de l'Europe qui étaient concernés, qui étaient à Lausanne, ça s'appelait Blue Brain Project, et l'ensemble de l'Europe a décidé de mettre ça à Genève, et tous les pays payent pour cela. Bien sûr la France, et au prorata la population, enfin je sais pas. Et avec ça, on travaille là-dessus. C'était, comme je vous ai dit. Alors il y a 5 prix Nobel là-dedans. Hein, c'est pas le bricoleur informatique du coin. Hein, il y a 5 prix Nobel qui collaborent à ce projet-là, qui s'appelle Human Brain Projects. IBM fait un projet similaire qui s'appelle Synapse, et les Américains qui avaient pris du retard dans cette affaire-là ont fait un projet qui s'appelle tout simplement Brain, cerveau en anglais. Alors se pose une question. Ce truc-là, à quoi ça sert? Ah, on ne sait pas. Moi, je pense que, bon, le capitaine Crochet avait perdu la main, on lui a mis un crochet. Un crochet, c'était mieux que rien. Ça aurait été mieux de lui mettre une main articulée. Et encore mieux de mettre une main articulée commandée par le cerveau. L'apprentissage se fait assez vite hein, pour apprendre à partir d'un implant. Commander un bras ou une main, c'est une technique d'apprentissage et qui est au point très très bien. Et on arrive à des résultats formidables. Au bout de 2 mois déjà, on peut se resservir de la main. C'est le cas de ce garçon, Lopez, qui est le seul Français à avoir bénéficié de ce type de prothèse. Alors revenons à notre cerveau. Pour aller au-delà, on va donner à ce cerveau artificiel une puissance supérieure. Et c'est ça que dénonce Stephen Hawking. C'est qu'on va créer une super intelligence artificielle et c'est elle qui pourra commander le monde entier. Ça sera elle qui commandera le monde entier. Alors est-ce que ça va se faire? Actuellement, les ingénieurs qui sont là-dedans sont en révolte pour une raison fort simple, c'est qu'ils se posent la question de savoir où est-ce que ça les mène, où vont-ils avec ce projet. Alors enfin, je ne voudrais pas être trop long, il y a tout le monde de la robotique qui est en train de se développer par l'intermédiaire de toutes les sociétés de Google. Nous allons avoir des robots, ils commencent à venir en France. Il y a Pepper, il y en a toute une série. Il y en a d'ailleurs qui sont fabriqués en France. Ça peut servir, il y a très longtemps que a été mis au point, c'est Paris Match qui avait présenté ça, il y a de ça une dizaine d'années, un robot qui permettait à l'homme d'avoir des rapports sexuels qui le satisfaisait tout à fait qualitativement et quantitativement, si je puis m'exprimer comme ça.
Mais les robots qu'on va avoir, ce sont des robots familiers qui vont rendre un tas de services et qui vont être capables de se brancher sur Internet. Si on leur demande, s'ils savent pas faire une pizza, ils iront se brancher sur le Internet pour savoir comment on fait une pizza. C'est évident. Alors ne nous faisons pas d'illusions. C'est dans les 20 ans qui viennent, 10 millions de personnes au chômage. Il y a déjà des gens qui ont fait des classifications métier par métier, l'influence que vont avoir les robots. Et ces robots vont être beaucoup plus intelligents que l'homme, puisqu'ils auront Google dans la tête et ils auront un tas de fonctionnalités qu'on pourra racheter ou même faire commander par la pensée. Alors on est saisi un peu d'un vertige, parce qu'on se dit, est-ce que les robots vont avoir un statut ? Ah, il est question de donner un statut aux robots. Je parle en France actuellement. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, un robot, ça se met pas en grève. Ça se plaint jamais, ça fait pas pipi, ça fume pas sa cigarette entre deux, et ça obéit à ce qu'on lui dit. Formidable. C'est pas des humains. Les robots ne se syndiquent pas. Ah. Alors, la question, c'est que il n'y a plus de charges sociales qui vont rentrer, chacun achète son robot et puis on met dehors l'employé de maison ou le travailleur en plomberie ou en électricité qui est remplacé par un robot, malin comme tout. Alors on se dit, il faut donner un statut au robot de manière à ce que ce statut consistera à faire payer son propriétaire pour compenser le manque à gagner en matière fiscale. On pense donner un statut au robot. À mon avis, ça ne saurait tarder. Donc nous sommes arrivés à l'ère des cyborgs. Les cyborgs, c'est un mélange de machines et d'humains. Ben oui, on peut dire à la limite, celui qui a un pancréas artificiel, c'est un cyborg. Je dirais pas celui qui a une hanche métallique, mais il y arrive un moment où vraiment on aura un cyborg au sens fort du terme, une espèce de Terminator. Quant au matériel de Emmanuel Charpentier, nous aurons des mutants, c'est-à-dire des gens qui sont modifiés génétiquement. Et croyez-moi, ça va venir beaucoup plus vite que ce que vous pouvez imaginer. Nous allons avoir des changements considérables dans les professions. Je vous ai expliqué ce qu'il en était de la médecine, mais ça va toucher la totalité des professions. Les médecins seront réduits au mieux à un rôle d'infirmier, c'est-à-dire c'est eux qui prendront l'autoscope pour le mettre. Ils auront l'ordonnance qui leur arrivera directement du big data sur leur ordinateur. Ils n'auront plus qu'à mettre la signature et demander le pognon. Bon, c'est comme ça, la médecine du futur, et il faut que les médecins en prennent conscience. C'est la première fois avant-hier que j'ai vu moi j'en parle déjà depuis des années, le quotidien du médecin qui s'inquiète en disant « Ah, la profession médicale, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» Ils ont bien raison. Alors le monde des robots, tout le monde a entendu parler de Asimov, qui il y a 20 ans avait décrit le statut que devaient avoir les robots vis-à-vis de la société. C'est la saga des robots, c'est très très intéressant. Alors maintenant, j'arrive à la fin, rassurez-vous, vous devez avoir faim aussi, et vous dites vivement la fin. Et qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Il est évident qu'on ne peut pas refuser le progrès. Mais par contre, on peut le limiter. On peut fixer des barrières. On peut tracer des lignes jaunes. Il y a des gens qui ont déjà pris conscience de ça, comme par exemple Bill Gates, qui est dont Bill Gates et Microsoft. Alors, Bill Gates
est farouchement opposé au courant des transhumanistes, qui infestent toute la Silicon Valley. Alors, il y a Elon Musk, c'est l'aviation et les fusées interplanétaires. Il est très opposé aux transhumanistes. Bill Gates est en train de photographier et de mettre sur ordinateur la totalité de ce qui existe au monde. Les lieux, les choses. Tout. C'est fait à toute vitesse. Hein. Bien. Les forêts, tout. Les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il veut garder le maximum le souvenir de ce qu'est de notre humanité à l'heure actuelle. Parce qu'elle risque de disparaître. C'est son idée. Donc il y a des gens puissants qui commencent à s'élever. Et vous dites, mais oh là là, ça passe au-dessus de ma tête. Alors malheureusement, nous sommes en démocratie, et la démocratie dépend uniquement du vote. Demain, le dimanche. Bon, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, le bien réel des gens, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être élu. Après ça, on vient à l'Assemblée nationale le moins possible. Sénateur de la Corse, il vient une fois par an au Sénat. Jour de l'ouverture de la séance. Bon. Alors voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il est de notre devoir de sensibiliser les gens qui sont autour de nous à cet univers. Il faut en prendre conscience. Il faut réfléchir. Comment on peut le limiter? Quelles limites on va donner? Et ça, il n'y a pas d'autre solution, je ne vois pas. Toutes ces choses-là dépendent de nous. Ça dépend de nous. Donc nous devons interroger nos députés. En général, ils ne sont pas très fut-fut. Et il faut leur dire, mais attention, les robots, ça nous mène à quoi? Ces implants cérébraux, ça nous mène à quoi? Parce que les implants cérébraux, on peut les mettre par une simple piqûre. Hein. Les nanobots, c'est grand comme un globule. Donc quelqu'un peut passer à côté de vous, vous piquez, vous en rendrez même pas compte, c'est même pas une piqûre de puce. Et vous filez un nanobot qui va venir se coller dans votre cerveau pour vous détruire. Donc il faut que les politiques prennent conscience de cela. Et bon, moi j'ai pas les moyens d'envoyer ça gratuitement à tous les députés, mais je sens que je vais le faire quand même. Parce que nous sommes dans une situation qui est très préoccupante. Et si on ne fait rien, eh ben nous allons vers cet univers qui, en pratique, sera bien pire que les mondes, que le meilleur des mondes ou que tout ce qui a été prévu antérieurement. Donc, on a encore un peu de temps. Tout ce que je vous demande simplement, c'est d'essayer de sauver l'espèce humaine en prenant conscience, en lisant tout ce qui concerne là-dessus. Vous pouvez lire mes livres, les deux sont complètement différents, donc vous pouvez regarder, il faut l'apprendre par cœur et puis le répéter à vos voisins. Ça serait une très très bonne chose. Sinon, un jour, on se trouvera devant une situation où on ne pourra plus faire marche arrière. Et ça sera véritablement fini de l'espèce humaine. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée